Bonjour Olivier Rafovitch. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes ancien porte-parole de Tsahal et spécialiste des questions de sécurité. On disait tout à l'heure, l'armée israélienne a riposté la nuit dernière à un tir de missile en provenance de la Syrie et qui heureusement n'a pas causé de dégâts côté israélien. Des sites de lancement de missiles sol et air syriens ont été pilonnés en riposte. Comment vous interprétez ce nouvel incident, Olivier Rafovitch ? Est-ce qu'on est dans un nouvel épisode de la traditionnelle guerre entre les guerres ? Non, c'est un petit peu différent ce qui s'est passé. C'est en fait d'abord, semble-t-il, des frappes contre des objectifs pro-iraniens en Syrie, près de Damas, et une réaction anti-aérienne syrienne avec un missile S-5 de fabrication russe qui en fait a dépassé son objectif et qui est parti du côté israélien et qui a explosé en vol. D'ailleurs, les débris sont tombés près de Jenin, dans les territoires autour de Jenin. Et ensuite, il y a une autre réaction israélienne par rapport à ce missile tiré. Mais donc il y a 3 étapes finalement. Il y a au moins 3 étapes. Au moins 3 étapes. J'espère qu'il n'y en aura pas 4. Mais en tout cas, c'est pas la première fois qu'un missile anti-aérien de type russe d'ailleurs, des batteries anti-aériennes par, si vous voulez, des batteries de la région de Damas et s'échappe entre guillemets dans le ciel israélien. C'était notamment le cas en avril dernier près de Dimona. Oui, tout à fait. Et encore une fois, les alertes ont été données, l'armée de l'air et tout ce qui est là pour arrêter ce genre de problèmes ennemis se mettent en marche. Mais encore une fois, ce missile a explosé en vol, donc c'est un accident de parcours de ce missile qui n'avait pas vocation d'entrer dans le territoire israélien, mais de vouloir frapper des avions ou des missiles israéliens ou autres, en tout cas en territoire syrien. Voilà. Olivier Rafovitch, tout à l'heure... Il faut voir ça de manière, oui. de manière juste un petit... Il faut voir cet événement de manière, je dirais, locale et un incident localisé. Voilà. De manière plus globale, un analyste tout à l'heure du Jérusalem Post estimait que ces missiles syriens constituaient toujours, malgré la guerre en Syrie de ces quasiment 10 dernières années maintenant, constituaient toujours une menace sérieuse pour la sécurité israélienne. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Si vous voulez, tout missile est une menace, surtout lorsqu'il est lancé par des pays ennemis d'Israël. Mais disons qu'on a la panoplie nécessaire au niveau guerre électronique, au niveau appareil de guerre, au niveau missiles anti-missiles, pour faire face à de telles éventualités. Mais c'est sûr que des missiles de cette capacité-là sont toujours un danger, une menace pour Israël, c'est clair. Je le disais tout à l'heure avec Arieh Ben Semoun, on sait qu'il existe toujours un mécanisme de déconfliction entre Israël et la Russie qui assure une partie de la couverture aérienne du territoire syrien. Et la presse israélienne a relayé l'idée selon laquelle Vladimir Poutine aurait récemment demandé à Naftali Bennett que Tsahal privilégie autant que possible des tirs de missiles sol-sol plutôt que des frappes aériennes qui, toujours selon la presse israélienne, démontraient la supériorité militaire aérienne israélienne face aux équipements russes. Est-ce que ça vous paraît crédible comme demande côté russe ? Non, absolument pas. Par contre, ce qui est crédible, c'est que les Russes, si vous voulez, des patrouilles conjointes avec l'armée de l'air syrienne le long du Golan, ont montré une volonté d'être, on va dire, plus proactifs face à des possibles attaques, frappes ou ingérences aériennes dans l'espace aérien syrien du côté israélien. Mais il y a quand même, je tiens à le préciser, il y a quand même, si vous voulez, du côté russe, je parle, et je dirais presque spécifiquement du côté du Kremlin et de monsieur Vladimir Poutine, ouais. Il y a un intérêt à conserver une relation de coordination parfaite avec l'État d'Israël. Pour quelle raison ? Et c'est d'ailleurs pour cela, pour plusieurs raisons. D'abord, la Russie joue aujourd'hui un rôle important dans le Moyen-Orient, pas seulement d'ailleurs en Syrie. Et avec le départ des Américains, il y a ce vide qui est comblé quelque part par les Russes. Les Russes savent très bien que Israël est une puissance militaire régionale de très grande ampleur, de très grande envergure. Et les Russes préfèrent aujourd'hui jouer la réelle politique avec Israël pour l'intérêt russe, qu'il soit politique ou militaire. Mais c'est également le fait du côté israélien. Il faut savoir qu'Israël fait tout pour préserver cette coordination de manière extrêmement
je dirais, attentionnée pour éviter des problèmes avec les Russes. Et ceci, juste pour dire un autre mot, puisque tout à l'heure, j'ai entendu que vous parliez avec monsieur Arieh Ben-Semoun, le directeur de Elnet France, par rapport à la crise entre la Russie et l'Ukraine. Israël, qui connaît très bien les deux pays, la Russie et l'Ukraine, qui a des très bonnes relations avec les deux pays, fait très attention pour ne pas être entraîné dans ce conflit d'une manière ou d'une autre, pour justement préserver la relation particulière et importante avec la Russie, qui reste une puissance militaire majeure. Hier, Naftali Bennett a pris la parole lors d'une visite sur une des bases de la marine militaire israélienne et il a souligné l'augmentation des menaces en mer. Comment Israël s'adapte à cette nouvelle configuration, notamment en partenariat avec la flotte américaine ? Vous avez tout à fait raison de le mentionner. C'est pas toujours très connu. D'ailleurs, d'abord, il faut savoir que la marine israélienne a énormément grandi en taille et en moyens depuis une vingtaine d'années. C'était pendant des années, je dirais, la petite fille presque orpheline de Tsahal. Aujourd'hui, c'est devenu une arme redoutable au sein des forces militaires de l'armée israélienne, avec entre autres une flotte de sous-marins de combat extrêmement sophistiqués, qui d'ailleurs ont été à laquelle va se rajouter 3 autres sous-marins qui vont être fabriqués d'ailleurs dans les arsenaux allemands. Maintenant, vous me demandez de quoi parle-t-on ? D'abord, on parle d'un conflit maritime qui touche les intérêts israéliens bien au-delà de l'État d'Israël et de la zone côtière israélienne, que ce soit en Méditerranée ou dans la mer Rouge. Mais on parle également du Golfe Persique. On parle également de routes maritimes où des navires de commerce israéliens qui ne battent jamais pavillon israélien, mais travaillent pour Israël, croisent dans des eaux de plus en plus dangereuses face au Yémen, face à la Somalie, face à d'autres menaces, bien sûr l'Iran. Ça oblige donc Israël à avoir une coordination maritime avec des grandes flottes comme la flotte américaine, mais également des relations particulières avec les Britanniques, la flotte royale britannique et également la flotte française. Il faut savoir qu'il y a des relations importantes et Israël devient aujourd'hui un partenaire important. Juste un mot également, oui. Face à la Turquie, Israël joue un rôle important et ça s'est vu d'ailleurs en 2020 lors d'un rapprochement entre la France et Israël, entre autres entre les chefs d'état-major qui se sont rencontrés sur un porte-avions français d'ailleurs, pour montrer la nouvelle proximité des relations militaires entre la France et Israël, également du côté de la mer. Merci beaucoup Olivier Ravovic d'avoir été avec nous cet après-midi dans le Grand Journal. On peut vous réécouter notamment sur notre page YouTube. Je rappelle que vous êtes l'ancien porte-parole de Tsahal et expert sur les questions de défense et de sécurité. À bientôt sur Radio J. Bon après-midi. Merci beaucoup. Radio J, le Grand Journal, 14h-15h, Steve Nadja.